Le gérant de supermarché injustement licencié rentrait chez lui, et en entendant une conversation entre deux étrangers au bord de la rivière, il fit semblant de ne pas comprendre. Jack Thompson, un gérant dévoué, voit sa vie s'effondrer après un licenciement injuste. Accusé à tort, il trouve de l'espoir en sauvant Emily, une jeune femme impliquée dans un sombre mystère. Jack Thompson avait toujours été un homme dévoué. Travaillant comme directeur régional d'une chaîne de supermarchés dans la ville, il était connu pour son intégrité et son dévouement. Il passait de longues heures au travail, veillant à ce que tout fonctionne parfaitement. Il connaissait chaque employé par son nom, ses familles et leurs histoires. Jack croyait que le succès d'une entreprise était directement lié au bien-être de ses employés. Mais, en un jour fatidique, sa vie changea radicalement. Accusé de corruption et de mauvais traitements envers les employés, il fut licencié de manière abrupte et humiliante. La nouvelle se répandit rapidement. En peu de temps, Jack se retrouva isolé, marqué par une accusation qu'il savait fausse. La communauté qui le respectait et l'admirait auparavant le regardait désormais avec méfiance. Sa femme, Lisa, essaya de le consoler, mais la douleur de la trahison était profonde. Jack se demandait qui pouvait être derrière ces accusations et pourquoi. Il avait toujours été fier de son honnêteté et de son dévouement. Cette injustice était un coup dur pour lui. Le nouveau patron, Mark Johnson, prit le contrôle avec une approche complètement différente. Principalement préoccupé par l'esthétique du supermarché, il ignorait l'organisation, l'efficacité et le soin des produits. Mark était un homme arrogant, qui se souciait davantage de l'apparence des rayons que de la satisfaction des clients et du bien-être des employés. Sous sa direction, la qualité du service commença à se détériorer, et les tensions augmentèrent entre les employés. Mark prenait soin de montrer son pouvoir, prenant des décisions arbitraires et punissant ceux qui s'opposaient à lui. Jack, qui avait toujours privilégié la justice et l'équité, fut particulièrement bouleversé lorsqu'il apprit qu'un vendeur, John, avait été licencié simplement parce qu'il était noir. John était un employé exemplaire, apprécié de tous. Il était toujours prêt à aider ses collègues et les clients, et son sourire chaleureux faisait que tout le monde se sentait le bienvenu. Mais Mark ne voyait pas sa valeur. Le licenciement de John fut la goutte d'eau pour beaucoup, mais Jack était impuissant, sans pouvoir pour intervenir. Il avait toujours été un défenseur des droits des travailleurs, et voir un homme bon être traité de manière si injuste le rongeait de l'intérieur. Se sentant injustement traité et découragé, Jack décida de rentrer chez lui plus tôt ce jour-là. En marchant le long de la rivière qui traversait la ville, il essayait de traiter l'avalanche d'émotions qui l'assaillait. La tranquillité de l'eau contrastait avec la tempête en lui. Il se demandait comment il pourrait laver son nom et aider ceux qui avaient été lésés par la nouvelle administration. Le paysage environnant, avec ses arbres et ses fleurs, semblait indifférent à sa souffrance, mais d'une manière ou d'une autre, la nature offrait un peu de réconfort. Soudain, il entendit des voix. Au bord de la rivière, un couple discutait dans une langue étrangère qu'il ne parvenait pas à identifier. Curieux, Jack s'approcha discrètement et fit semblant de ne rien comprendre. Les deux semblaient nerveux, échangeant des regards inquiets et des gestes précipités. Quelque chose n'allait clairement pas. Jack ressentit un mélange de curiosité et d'inquiétude. Était-ce prudent d'enquêter davantage? Il se cacha derrière quelques arbres à proximité, d'où il pouvait observer le couple sans être vu. Ils semblaient discuter de quelque chose d'important, mais il ne parvenait pas à comprendre leurs paroles. Soudain, la femme fit un geste vers la camionnette garée à proximité. L'homme hocha la tête et tous deux se dirigèrent vers le véhicule. Jack sentit un frisson le parcourir. Quelque chose le poussa à les suivre discrètement. Il s'approcha de la camionnette et jeta un coup d'œil par la fenêtre. À son horreur, il vit une jeune femme inconsciente, ligotée et bâillonnée sur la banquette arrière. Son cœur s'emballa, et il sut qu'il devait agir rapidement. Profitant d'un moment de distraction du couple, il courut vers la camionnette, ouvrit la porte arrière et retira soigneusement la jeune femme. Elle était faible et à peine capable de garder les yeux ouverts. « Reste calme, je vais te sortir de là, » murmura-t-il en la portant loin de là. Alors qu'il s'éloignait de la camionnette, le couple réalisa ce qui se passait et commença à crier. Jack courut aussi vite qu'il le put, cherchant un endroit sûr. Il trouva une petite cabane abandonnée et entra, essayant de rassurer la jeune femme tout en réfléchissant à ce qu'il devait faire ensuite. L'adrénaline coulait dans ses veines, mais il savait qu'il devait garder son calme pour garantir leur sécurité à tous les deux. Jack regarda la jeune femme dans ses bras. Elle était visiblement effrayée,
et il savait qu'il devait la calmer avant qu'elle ne panique. « Tu es en sécurité maintenant, dit-il, essayant de garder une voix ferme et rassurante. « Je m'appelle Jacques. Je vais prendre soin de toi. » Il examina ses blessures, remarquant les ecchymoses et la coupure profonde sur son front. Son expérience d'ancien médecin militaire refit surface alors qu'il cherchait des moyens de l'aider. La jeune femme essaya de parler, mais ses mots étaient inintelligibles. Jacques remarqua une coupure profonde sur son front et des ecchymoses le long de ses bras. Il chercha une bouteille d'eau dans la cabane et l'aida à boire quelques gorgées. « Nous aurons besoin d'une aide médicale, mais d'abord, je dois comprendre ce qui s'est passé, dit-il doucement. » Après quelques minutes, la jeune femme commença à reprendre conscience. « Je m'appelle Émilie, dit-elle, la voix tremblante. Ils m'ont kidnappée. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais nous ne pouvons pas appeler la police. » Jacques fronça les sourcils, essayant de comprendre la gravité de la situation. « Pourquoi ne pouvons-nous pas appeler la police? Ils pourraient t'aider. » Émilie secoua vigoureusement la tête. « Non, s'il te plaît. Ils ont des connexions. S'ils savent que j'ai parlé à la police, ils me retrouveront et me tueront. » Jacques prit une profonde inspiration. Il se trouvait face à un dilemme moral. Devait-il respecter la demande d'Émilie ou chercher de l'aide immédiatement? Il décida de suivre son intuition. « D'accord, Émilie, allons chez moi. Tu as besoin de soins, et je peux t'aider là-bas. » Il savait que cette décision pouvait avoir des conséquences, mais sa priorité était sa sécurité. Jacques porta Émilie jusqu'à chez lui, restant alerte au moindre signe du couple suspect. En arrivant, il la déposa sur le canapé et commença à soigner ses blessures avec les fournitures médicales qu'il avait chez lui. Émilie le remercia d'un regard soulagé, mais elle était encore clairement effrayée. Jacques ne pouvait s'empêcher de penser à combien cette jeune femme avait souffert et aux raisons pour lesquelles elle était si terrifiée à l'idée d'impliquer la police. Pendant que Jacques prenait soin d'elle, il commença à lui poser des questions. « Te souviens-tu de quelque chose à leur sujet? Quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi ils ont fait ça? » Émilie ferma les yeux, essayant de se concentrer. « Il parlait une langue que je ne connais pas, mais je pense que c'était quelque chose d'Europe de l'Est. Et ils ont mentionné un nom, quelque chose comme Victor. » Jacques nota mentalement les informations. « Nous allons découvrir ce qui se passe, Émilie. Mais d'abord, tu dois te reposer. » Il lui prépara une chambre et resta de garde, déterminé à la protéger à tout prix. Le lendemain matin, Jacques se réveilla tôt, inquiet pour la sécurité d'Émilie. Il décida de vérifier comment elle allait avant de penser à ses propres problèmes. En entrant dans la chambre, il la trouva éveillée, regardant le plafond avec une expression de confusion et de peur. « Bonjour, Émilie. Comment te sens-tu? » demanda-t-il doucement. Émilie essaya de sourire, mais ses yeux étaient encore pleins d'appréhension. « Mieux, je crois, mais j'ai encore peur. » Jacques hocha la tête, comprenant. « Nous allons résoudre cela ensemble. Je te promets que je ne laisserai personne te faire du mal. » Il était déterminé à tenir sa promesse, même si cela signifiait risquer sa propre sécurité. Pendant que Jacques préparait le petit déjeuner, il entendit un bruit venant de la porte d'entrée. Il alla voir ce que c'était et trouva sa femme, Lisa, avec une expression de choc. « Jacques, que se passe-t-il ici? Qui est cette femme? » demanda Lisa, la voix pleine de méfiance. Jacques essaya d'expliquer rapidement. « Lisa, c'est Émilie. Je l'ai trouvée hier soir, elle a été kidnappée et a besoin de notre aide. » Lisa ne semblait pas convaincue. « Et pourquoi est-elle ici? Pourquoi n'avons-nous pas contacté la police? » Avant que Jacques ne puisse répondre, Émilie apparut dans la pièce, encore pâle et fragile. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire s'il découvre où je suis, » implora-t-elle. Lisa regarda Jacques, puis Émilie, et soupira profondément. « D'accord, mais nous devons résoudre cela rapidement. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur éternellement. » Jacques ressentit un soulagement temporaire, mais il savait que la situation était loin d'être résolue. Il devait réfléchir à un moyen de protéger Émilie tout en rétablissant la confiance de sa femme. La sécurité de tous était en jeu, et il était déterminé à trouver une solution. Après s'être assuré que la jeune femme était en sécurité, Jacques décida de l'emmener chez lui. Il savait qu'il avait besoin d'aide pour s'occuper d'elle, peut-être, pour découvrir davantage ce qui se passait. Mais en arrivant chez lui, il trouva une surprise dévastatrice. Sa femme, Lisa, avait fait ses valises. « Je n'en peux plus, Jacques. Tu as perdu ton emploi, et maintenant ça, » dit-elle en montrant la jeune femme inconsciente. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Jacques essaya d'argumenter, mais Lisa était décidée. En larmes,
Elle quitta la maison, le laissant seul avec la jeune inconnue et un sentiment écrasant de désespoir. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait se permettre de s'effondrer à ce moment-là. La jeune femme avait besoin de lui. Avec son expérience d'ancien médecin militaire, Jacques commença à soigner la jeune femme. Il prit soin de ses blessures, lui offrit de l'eau et de la nourriture, et la rassura chaque fois qu'elle se réveillait effrayée. Chaque fois qu'elle reprenait connaissance, elle répétait la même chose: « N'appelle pas la police. S'il te plaît, n'appelle pas la police. » Le lendemain matin, Jacques se réveilla tôt, inquiet pour la sécurité d'Émilie. Il décida de vérifier comment elle allait avant de penser à ses propres problèmes. En entrant dans la chambre, il la trouva éveillée, regardant le plafond avec une expression de confusion et de peur. « Bonjour, Émilie. Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. Émilie essaya de sourire, mais ses yeux étaient encore pleins d'appréhension. « Mieux, je crois, mais j'ai encore peur. » Jacques hocha la tête, comprenant. « Nous allons résoudre cela ensemble. Je te promets que je ne laisserai personne te faire du mal. » Il était déterminé à tenir sa promesse, même si cela signifiait risquer sa propre sécurité. Pendant que Jacques préparait le petit déjeuner, il entendit un bruit venant de la porte d'entrée. Il alla voir ce que c'était et trouva sa femme, Lisa, avec une expression de choc. « Jacques, que se passe-t-il ici ? Qui est cette femme ? » demanda Lisa, la voix pleine de méfiance. Jacques essaya d'expliquer rapidement. « Lisa, c'est Émilie. Je l'ai trouvée hier soir. Elle a été kidnappée et a besoin de notre aide. » Lisa ne semblait pas convaincue. « Et pourquoi est-elle ici ? Pourquoi n'avons-nous pas contacté la police ?» Avant que Jacques ne puisse répondre, Émilie apparut dans la pièce, encore pâle et fragile. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire s'il découvre où je suis, » implora-t-elle. Lisa regarda Jacques, puis Émilie, et soupira profondément. « D'accord, mais nous devons résoudre cela rapidement. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur éternellement. » Jacques ressentit un soulagement temporaire, mais il savait que la situation était loin d'être résolue. Alors qu'il prenait soin d'Émilie, Jacques remarqua que sa femme s'éloignait émotionnellement. Lisa passait plus de temps hors de la maison et évitait les longues conversations avec lui. Un soir, en rentrant du travail, il trouva un mot sur la table. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends soin de toi, Lisa. » Le cœur de Jacques se serra. Sa vie semblait s'effondrer, mais il ne pouvait se permettre d'abandonner. Il devait être fort, pour Émilie et pour lui-même. Il décida de se concentrer sur l'aide à la récupération d'Émilie, éventuellement, sur le retour de sa mémoire. Au fil des jours, Émilie commença à retrouver ses forces. Jacques continua de prendre soin d'elle avec patience et dévouement, utilisant ses compétences médicales pour garantir sa guérison. Peu à peu, elle commença à se souvenir de fragments de sa vie avant son enlèvement. « Je m'appelle Emily Roberts », dit-elle un jour, alors que Jacques changeait les pansements sur son bras. « Je suis avocate. Je travaillais sur une affaire importante avant que tout cela n'arrive. » Jacques écouta attentivement pendant qu'Émilie racontait son histoire. Elle avait été engagée par un client important, qui avait besoin d'aide à son retour au pays. Quelques jours avant d'être kidnappée, elle avait découvert des informations compromettantes à son sujet, mais elle ne se souvenait plus exactement de quoi. Déterminé à l'aider à se souvenir, Jacques l'encouragea à parler de son travail, de ses souvenirs et de tout détail qui pourrait être pertinent. Avec le temps, Émilie commença à assembler les pièces du puzzle, se souvenant de détails cruciaux sur l'affaire et sur son ravisseur. Au fil des jours, Émilie commença à retrouver ses forces. Jacques continua de prendre soin d'elle avec patience et dévouement, utilisant ses compétences médicales pour garantir sa guérison. Peu à peu, elle commença à se souvenir de fragments de sa vie avant son enlèvement. « Je m'appelle Emily Roberts », dit-elle un jour, alors que Jacques changeait les pansements sur son bras. « Je suis avocate. Je travaillais sur une affaire importante avant que tout cela n'arrive. » Jacques écouta attentivement pendant qu'Émilie racontait son histoire. Elle avait été engagée par un client important, qui avait besoin d'aide à son retour au pays. Quelques jours avant d'être kidnappée, elle avait découvert des informations compromettantes à son sujet, mais elle ne se souvenait plus exactement de quoi. Déterminé à l'aider à se souvenir, Jacques l'encouragea à parler de son travail, de ses souvenirs et de tout détail qui pourrait être pertinent. Avec le temps, Émilie commença à assembler les pièces du puzzle, se souvenant de détails cruciaux sur l'affaire et sur son ravisseur. Un jour, alors qu'ils discutaient, Émilie eut un éclair de mémoire. « Victor », dit-elle soudain.
c'est un ancien politicien. J'enquêtais sur ses connexions avec le trafic de personnes. Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les choses commençaient à prendre sens, mais la vérité était plus effrayante qu'il ne l'avait imaginé. Jacques décida qu'il devait agir rapidement. Émilie, nous allons trouver Victor et en finir avec ça. Mais nous devons être prudents. Ils commencèrent à planifier leurs prochaines étapes, sachant que toute erreur pourrait être fatale. Émilie était déterminée à faire justice, et Jacques était à ses côtés, prêt à affronter tous les défis. Avec les souvenirs d'Émilie devenant plus clairs, ils décidèrent de chercher le mystérieux client pour obtenir plus de réponses. Ils savaient que la vérité était cachée quelque part et qu'ils devaient la trouver pour tout résoudre. Ensemble, ils partirent à la recherche de l'homme qui avait demandé l'aide d'Émilie. Après une longue et ardue recherche, ils le trouvèrent enfin. Mais quelque chose semblait étrange. Le client, qui se présenta sous le nom de Robert, était nerveux et évasif. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne respirait pas la confiance. Pendant qu'ils discutaient, Jacques et Émilie réalisèrent que Robert n'était pas celui qu'il prétendait être. Ils découvrirent qu'il était en fait Victor, l'ancien politicien corrompu, impliqué dans un réseau de trafic de jeunes vers d'autres pays. Émilie avait découvert sa véritable identité avant d'être kidnappée, et maintenant il essayait de couvrir ses crimes. La découverte fut un choc, mais Jacques était déterminé à faire justice. Ensemble, lui et Émilie commencèrent à rassembler des preuves pour incriminer Victor. En même temps, Émilie découvrit quelque chose d'encore plus troublant. L'une des victimes du réseau de Victor était la mère de Jacques, qui avait disparu des années auparavant. Jacques fut bouleversé. L'idée que sa mère ait pu être l'une des victimes de Victor était insupportable. Il ne pouvait cesser de penser à la douleur et à la souffrance qu'elle avait pu endurer. Émilie, nous devons démasquer Victor et nous assurer qu'il paie pour tout ça. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ma mère, dit Jacques avec détermination. Émilie acquiesça, sachant que leur mission avait maintenant un but encore plus personnel. Ils devaient être méticuleux et prudents, car Victor était un homme dangereux avec de nombreuses ressources. Ils commencèrent à suivre Victor, observant ses mouvements et collectant des preuves. Chaque jour était une bataille contre le temps, essayant d'éviter que Victor ne se rende compte qu'il était surveillé. Émilie utilisa ses compétences juridiques pour mieux comprendre les documents qu'il trouvait, tandis que Jacques utilisait son expérience en stratégie militaire pour planifier chaque étape avec précision. Finalement, ils réussirent à réunir suffisamment de preuves pour impliquer Victor dans ses crimes. Cependant, Jacques savait que le confronter directement pourrait être dangereux. Émilie, nous avons besoin d'un plan pour remettre tout cela aux autorités sans que Victor ait la chance de s'échapper ou de riposter, suggéra-t-il. Émilie acquiesça, et ensemble, ils élaborèrent un plan détaillé pour exposer Victor et s'assurer qu'il soit arrêté. Avec les preuves en main, Jacques et Émilie savaient qu'ils devaient agir rapidement. Le danger que Victor découvre leur plan était réel, et toute erreur pourrait être fatale. Ils décidèrent d'apporter les preuves directement à un ami d'Émilie, un détective nommé Michael, qui travaillait dans la police locale et était connu pour son intégrité. En arrivant au commissariat, Michael les reçut avec une expression sérieuse. « Émilie, Jacques, je suis au courant de la situation et à quel point Victor peut être dangereux. Nous allons gérer cela avec le plus grand soin, dit-il en prenant les documents qu'ils avaient apportés. Pendant que Michael examinait les preuves, Jacques et Émilie attendaient avec impatience. « Ça va marcher, n'est-ce pas ?» demanda Émilie, l'anxiété évidente dans sa voix. Jacques lui prit la main et la regarda dans les yeux. « Oui, Émilie, nous devons y croire. Nous faisons ce qu'il faut. » Michael revint après quelques minutes. « C'est suffisant pour ouvrir une enquête officielle et arrêter Victor, affirma-t-il. Nous allons planifier l'opération pour le capturer avec le moins de risques possible. » Dans les jours qui suivirent, la police surveilla de près Victor, rassemblant plus de preuves et préparant une opération pour l'arrêter. Jacques et Émilie continuèrent de fournir des informations et un soutien, déterminés à voir la justice se faire. Finalement, le jour de l'opération arriva. Michael coordonna l'action avec précision, et Victor fut arrêté sans incident. « Vous avez fait un excellent travail, dit Michael à Jacques et Émilie. Grâce à vous, nous avons pu arrêter un homme très dangereux et empêcher qu'il ne continue à faire du mal à d'autres personnes. » Malgré le soulagement de voir Victor arrêté, Jacques ressentait encore un vide par rapport à la disparition de sa mère. Cependant, un jour, en examinant d'anciens documents de Victor, il trouva une piste inattendue, une photo de sa mère aux côtés d'autres victimes,
prise dans un endroit qu'il reconnaissait. C'était un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Jacques et Émilie décidèrent d'enquêter sur l'entrepôt. En arrivant sur place, ils trouvèrent des dossiers et des documents qui révélaient davantage sur ce qui était arrivé aux victimes de Victor. Parmi les papiers, Jacques trouva une lettre écrite par sa mère. Dans celle-ci, elle décrivait ses espoirs d'être sauvé et son amour éternel pour Jacques. « Ne renonce jamais, mon fils. Je croirai toujours en toi », disait la lettre. Les mots de sa mère firent venir les larmes aux yeux de Jacques, mais renouvelèrent également sa détermination. « Nous allons nous assurer qu'aucune de ces victimes ne soit oubliée », dit-il à Émilie. « Nous allons continuer à nous battre pour elle. » Émilie étreignit Jacques, ressentant la profondeur de sa douleur et de sa détermination. « Je suis avec toi, Jacques. Je serai toujours là. » Au fil des jours, Jacques et Émilie travaillèrent sans relâche pour aider d'autres victimes et leurs familles. Ils devinrent des défenseurs des droits des victimes de la traite humaine, utilisant leurs expériences pour apporter des changements et sensibiliser. Grâce à ce travail, Jacques et Émilie se rapprochèrent, développant un lien profond et indéfectible. Le respect mutuel et la passion pour la justice se transformèrent en quelque chose de plus. Un jour, alors qu'ils se promenaient le long de la même rivière où tout avait commencé, Jacques s'arrêta et regarda Émilie dans les yeux. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Émilie. Tu as apporté de la lumière dans ma vie alors que tout semblait perdu. » Émilie sourit et lui prit la main. « Nous avons trouvé la force l'un dans l'autre, Jacques. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Finalement, Jacques et Émilie se marièrent, unis non seulement par l'amour, mais aussi par une mission partagée de justice et de compassion. Ils continuèrent de se battre pour les droits des victimes, gardant vivante la mémoire de ceux qui avaient souffert aux mains de criminels comme Victor. Par leurs actions et leur dévouement, Jacques et Émilie prouvèrent que, même dans les circonstances les plus sombres, l'espoir et l'amour pouvaient prévaloir. Ensemble, ils construisirent un avenir fondé sur le respect, la justice et l'amour, inspirant les autres à faire de même. Ainsi, le parcours de Jacques et Émilie, débuté par une injustice et rempli de défis, se transforma en une histoire de dépassement, d'amour et de justice, montrant que, même dans les adversités, il est possible de trouver un chemin vers la lumière. Avec Victor en prison et de nouvelles preuves en main, Jacques et Émilie savaient que la prochaine étape était de s'assurer qu'il soit jugé et condamné. Travaillant sans relâche avec Michael et d'autres membres de la police, ils réunirent toutes les preuves nécessaires et se préparèrent pour le procès. Le tribunal était rempli le jour du procès. Des journalistes, des familles de victimes et des membres de la communauté étaient présents, tous attendant que justice soit rendue. Jacques sentit un nœud dans son estomac en entrant dans le tribunal, mais la présence d'Émilie à ses côtés lui donna de la force. « Nous y sommes presque », murmura-t-elle en lui serrant la main. Pendant le procès, les preuves contre Victor furent présentées de manière claire et accablante. Des témoins, y compris Henri, donnèrent des témoignages révélant l'étendue des crimes de Victor. Émilie, en tant qu'avocate expérimentée, veilla à ce que chaque détail soit exposé, sans laisser de faille pour la défense. Victor garda une expression froide et dédaigneuse tout au long du procès, mais Jacques savait que l'étau se resserrait. Finalement, après des jours de témoignages et de présentation de preuves, le verdict fut rendu, coupable sur toutes les charges. Victor fut condamné à une longue peine de prison, et les victimes eurent enfin un sentiment de justice. Malgré la victoire au tribunal, Jacques ressentait encore un vide par rapport à la disparition de sa mère. Cependant, un jour, en examinant d'anciens documents de Victor, il trouva une piste inattendue, une photo de sa mère aux côtés d'autres victimes, prise dans un endroit qu'il reconnaissait. C'était un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Jacques et Émilie décidèrent d'enquêter sur l'entrepôt. En arrivant sur place, ils trouvèrent des dossiers et des documents qui révélaient davantage sur ce qui était arrivé aux victimes de Victor. Parmi les papiers, Jacques trouva une lettre écrite par sa mère. Dans celle-ci, elle décrivait ses espoirs d'être sauvé et son amour éternel pour Jacques. « Ne renonce jamais, mon fils. Je croirai toujours en toi », disait la lettre. Les mots de sa mère firent venir les larmes aux yeux de Jacques, mais renouvelèrent également sa détermination. « Nous allons nous assurer qu'aucune de ces victimes ne soit oubliée », dit-il à Émilie. « Nous allons continuer à nous battre pour elle. » Émilie étreignit Jacques, ressentant la profondeur de sa douleur et de sa détermination. « Je suis avec toi, Jacques. Je serai toujours là. » Au fil des jours,
Jacques et Émilie travaillèrent sans relâche pour aider d'autres victimes et leurs familles. Ils devinrent des défenseurs des droits des victimes de la traite humaine, utilisant leurs expériences pour apporter des changements et sensibiliser. Grâce à ce travail, Jacques et Émilie se rapprochèrent, développant un lien profond et indéfectible. Le respect mutuel et la passion pour la justice se transformèrent en quelque chose de plus. Un jour, alors qu'ils se promenaient le long de la même rivière où tout avait commencé, Jacques s'arrêta et regarda Émilie dans les yeux. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Émilie. Tu as apporté de la lumière dans ma vie alors que tout semblait perdu. » Émilie sourit et lui prit la main. « Nous avons trouvé la force l'un dans l'autre, Jacques. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Finalement, Jacques et Émilie se marièrent, unis non seulement par l'amour, mais aussi par une mission partagée de justice et de compassion. Ils continuèrent de se battre pour les droits des victimes, gardant vivante la mémoire de ceux qui avaient souffert aux mains de criminels comme Victor. Par leurs actions et leur dévouement, Jacques et Émilie prouvèrent que, même dans les circonstances les plus sombres, l'espoir et l'amour pouvaient prévaloir. Ensemble, ils construisirent un avenir fondé sur le respect, la justice et l'amour, inspirant les autres à faire de même. Ainsi, le parcours de Jacques et Émilie, débuté par une injustice et rempli de défis, se transforma en une histoire de dépassement, d'amour et de justice, montrant que, même dans les adversités, il est possible de trouver un chemin vers la lumière.